Une boisson qui sent le soleil qu'on va nous servir maintenant. Une boisson qu'on a envie de commander avec l'accent, comme chez Pagnol. Le pastaga. Ce pastis qui peut être Flamby, Gainsbourg, Mominette, en fonction des doses, mais qui unit toute la Provence. C'est l'héritage. Dans le sud de la France, de la Côte d'Azur à la Haute-Provence, le pastis est la star indétrônable d'une coutume bien ancrée, l'apéro. Roger, je peux avoir un deuxième pastis, s'il vous plaît? Pastaga, petit jaune, fly ou encore lait de tigre, la boisson ne manque pas de surnom, mais les puristes l'appellent simplement pastis. Ce liquide translucide aux reflets dorés a pour particularité de se troubler en présence d'eau fraîche. Son service obéit à un rituel bien précis. Voilà. Tu veux un glaçon, j'arrive? Ouais, tant qu'à faire. Alors, le glaçon se met toujours Après. Bon, vous devez comprendre que pour nous, le pastis, c'est une part de notre façon de vivre, etc. Et que c'est donc un produit que je ne pourrais pas qualifier de noble, mais presque. Sur le pourtour méditerranéen, les boissons anisées sont utilisées depuis l'Antiquité pour agrémenter l'eau et pour leurs vertus digestives. Pourtant, le pastis tel qu'on le connaît aujourd'hui est une boisson récente, née d'une saga industrielle marseillaise du XXe siècle. En quelques décennies seulement, le breuvage s'est hissé au rang d'emblème méridional en compagnie de la pétanque et des cigales. Avant le pastis, il y eut l'anisette. Pour en retrouver la saveur, il faut prendre un peu de hauteur. Entre Alpes et Méditerranée, la Haute-Provence est située à un carrefour bioclimatique qui en fait un réservoir aromatique de choix. Au-dessus de Fort-Calquier, le plateau des Mours est connu pour ses roches aux formes étonnantes, mais c'est aussi un lieu de cueillette ancestrale. On estime environ à 2000 le nombre de variétés végétales qui poussent entre donc la Durance et le sommet de la montagne de Lure. Et sur ces 2000 variétés, il y en aurait 1400 de comestibles. Nous sommes dans un pays ensoleillé, puisqu'on dit que ici c'est le ciel le plus pur d'Europe, mais aussi sous l'influence des Alpes, donc avec des nuits froides. Soleil plus fraîcheur de la nuit permet de développer des arômes particulièrement intéressants. Depuis le 19e siècle au moins, les villageois utilisent les plantes anisées connues pour leurs vertus dépuratives pour fabriquer des potions pharmaceutiques ou apéritives. À l'époque, ils ramassaient ce qui était à portée de main. Alors il y a du fenouil, ça du fenouil, il y en avait partout. Donc c'était pas un problème d'en trouver. Et puis chacun avait sa propre recette. Chacun mettait à côté des plantes anisées un peu ce qu'il pouvait trouver. Mises à macérer, ces plantes ont longtemps servi à une consommation domestique. Dans les villages provençaux comme à Niozelle, en contrebas des montagnes, on s'en souvient encore. Les paysans avaient l'habitude de laisser traîner des plantes qui étaient dans de l'alcool. C'était mis au soleil pour accélérer un peu le vieillissement, si je peux dire. Et cette bouteille-là, elle était mise sur les fontaines. Donc, quand on rentrait de travaux des champs, particulièrement à midi, on passait devant la fontaine. Et bon, moi j'étais petit, donc c'était 2 ou 3 gouttes mélangées à l'eau fraîche qui coulait de la fontaine. Et ça, c'était vraiment une boisson, je dirais, presque paradisiaque. Enfin, ça vous rafraîchissait quand vous aviez bien soif. Mais il a fallu du temps avant que cette coutume ne passe la porte des troquets. Dans la ville voisine de Fort-Calquier, les distilleries de Provence, aujourd'hui spécialisées dans le haut de gamme, élaborent depuis la fin du 19e siècle des apéritifs aux plantes. Avant la Première Guerre mondiale, point d'anisette, c'est l'absinthe qui est sur toutes les tables. Mais la fée verte est bientôt accusée de rendre fou, une réputation sulfureuse qui lui sera fatale.
Donc quand en 1915 l'absinthe a été interdite, les fabricants d'absinthe ont continué à fabriquer des liqueurs. Simplement, ils ne pouvaient plus utiliser l'absinthe. Donc, ils ont favorisé les ingrédients anisés et ils ont commencé à faire des produits qu'ils appelaient des anis. Les distilleries de Provence créent leur premier anisé en 1924. On a enrichi les herbes qui, elles, sont bien locales, avec des épices. Et de l'anétole, l'anétole étant extrait de la badiane, et la badiane ne poussant que dans le sud-ouest de la Chine. Au début du XXe siècle, les anisettes se multiplient, mais aucune n'atteint le niveau de popularité de la fée verte d'avant-guerre. Profitant de la frustration des consommateurs, un jeune Marseillais du nom de Paul Ricard va parvenir en quelques années à imposer sa recette, qu'il sera le premier à appeler officiellement pastis. Un mot issu du provençal et dérivant de pasta, désignant un mélange, une pâte, un méli-mélo. Un breuvage né sur les hauts de Sainte-Marthe, dans le nord de Marseille. Situé au pied du massif de l'Étoile, le quartier tire son nom d'une sainte qui se serait abreuvée à sa fontaine avant de grimper la montagne. Derrière nous, nous avons bien sûr une vue de Marseille, qui est assez extraordinaire. Il faut vraiment venir sur place pour avoir cette vue sur Marseille. Ce n'est pas une vue, si vous voulez, destinée aux touristes. Ce quartier, il est quand même célèbre, car il a vu naître celui qui a inventé, qui a créé un pastis à son nom, à savoir Paul Ricard. En 1928, âgé de 19 ans, Paul accompagne son père, négociant en vin, dans ses tournées. Il rencontre alors un bouilleur de cru du nom d'Espanay qui lui confie sa recette d'anisette. Et c'est à partir de là que Ricard a développé sa propre production, tout en tâtonnant. Au départ, vous savez, c'est modeste ce qu'il fait. Il embauche ses copains du quartier pour mettre son pastis en bouteille. C'est son frère qui va démarcher les cafés. Il fait goûter sa recette autour de lui. Et en fonction des remarques des uns et des autres, eh bien, il ajuste. Dans son atelier de fortune du quartier Sainte-Marthe, le jeune homme cherche à se démarquer de la concurrence. Il mise sur un ingrédient puissant qui fera sa fortune, la réglisse. Ricard dépose sa marque en 1932, affublé d'un slogan efficace, le vrai pastis de Marseille. Son but, séduire les Français qui découvrent la cité phocéenne grâce aux congés payés. Mais le succès du pastis dérange autant le lobby viticole que les ligues anti-alcooliques. En 1940, la France de Vichy interdit les apéritifs titrant à plus de 16 degrés. Le pastis est particulièrement visé. Selon le régime de Vichy, c'est une des explications de la défaite de 1940. L'affiche de Vachet, qui prône la Révolution nationale, exprime bien cette idée. La partie Révolution nationale, c'est la France qui est érigée avec le travail, la famille, la patrie en bleu, blanc, rouge. Et à côté, vous avez donc la France d'avant Vichy qui est complètement effondrée. Et vous avez les tares, et parmi ces tares, vous avez le pastis. Finalement, le pastis est réautorisé en 1951, année où Pernod, originaire de l'Est de la France, lance son fameux pastis 51. De son côté, Ricard joue à fond la carte sudiste, avec des couleurs attrayantes, le jaune du soleil et le bleu de la Méditerranée. Un sens du marketing qui tombe à pic. À Marseille, entre la Corniche et la Pointe Rouge, les plages du Prado ont été aménagées dans les années 70 par Gaston Defferre. On retrouve l'ambiance pimpante et populaire des 30 Glorieuses. Surfant sur l'euphorie de la reconstruction, Paul Ricard réussit à redorer l'image du petit jaune en l'associant dans l'imaginaire collectif au midi que les Français découvrent en masse. À partir des années 50-60, il y a le développement de l'automobile. Qui permet aux gens de s'évader de leur lieu d'habitation pour venir dans le Midi en empruntant, vous savez, la fameuse Nationale 7. Les Français tombent sous le charme de cette boisson rafraîchissante, au goût de vacances.
pour lui, si vous voulez, vendre son pastis, c'est vendre une manière de vivre, une manière d'être, la manière du soleil, la manière d'être à la plage, de se baigner, etc. Et ce faisant, eh bien, il va utiliser tous les ressorts pour arriver à ses fins. En matière de publicité, Paul Ricard a du génie. Il n'hésite pas à tirer parti de l'actualité, comme en 1956, quand la crise de Suez empêche les approvisionnements en carburant. Il met en place des caravanes de dromadaires, harnachées bien sûr comme il se doit, et il va livrer des caisses de Ricard auprès des cafés les plus renommés et les plus reconnus par la population. Alors je crois qu'il faut bien imaginer, en 1956, la stupeur, pour ne pas dire plus, devant un tel spectacle. Son idée la plus fructueuse, celle qui lui permettra de faire connaître son produit de tous les Français, c'est d'accompagner les étapes du Tour de France. Le soir, la fameuse caravelle Ricard est transformée en podium. Les vedettes, estampillées Midi, s'y produisent, comme Darcélis ou encore le crooner de ces dames, Tino Rossi. Paul Ricard va, si vous voulez, s'appuyer sur l'image du Midi. Il va aussi la créer, quelque part, la façonner. L'image du Midi, c'est l'image de la mer. Et voir ses investissements, par exemple, sur l'île de Bandor, sur l'île des Ambiers. Avec sa fortune, l'entrepreneur acquiert 2 petites îles de la Côte d'Azur qu'il va aménager à son image. Au large de Bandol, l'île de Bain-d'Or accueille un tourisme haut de gamme aux accents artistiques. Plus sauvage, l'île des Ambiers abrite l'Institut océanographique Paul Ricard. Passionné de la mer, l'homme est avant tout resté dans les mémoires pour avoir fait de son patronyme le synonyme d'une boisson exportée dans le monde entier. La rançon de ce succès, c'est que l'image du pastis s'est peu à peu figée, renvoyant à une boisson populaire, voire carrément franchouillarde, à la fin du XXe siècle. C'était sans compter sur l'engagement de la jeune génération qui s'attache à retisser les liens avec le territoire. Au cœur du creuset marseillais, les abords du cours Julien attirent une faune variée. C'est dans ce quartier de la Plaine, en plein centre-ville, que Guillaume Strebler a choisi d'installer sa distillerie artisanale. C'est une place en forme de triangle où en fait elle est bordée de restaurants et bars pour le coup. Et autour, il y a plein de petites ruelles où là, on va retrouver une ambiance colorée. Il y a beaucoup de tags, beaucoup de magasins, de petits créateurs. C'est un peu la contre-culture à la marseillaise, quoi. C'est des lieux de rassemblement, de retrouvailles où on vient passer le temps. Comme on passerait son temps près d'une fontaine dans un petit village, ici on fait pareil. Une convivialité qui sied bien à sa démarche. Retrouver la richesse des saveurs d'origine du pastis et transmettre sa passion. Ce jour-là, dans l'arrière-boutique de la distillerie, c'est l'effervescence. Un groupe d'amis vient fabriquer son pastis maison, comme des générations de paysans avant eux. Il faut forcément une base anisée et réglissée, mais après on peut apporter des variations. Verveine, aneth, cardamome, thym, cannelle ou hibiscus, aujourd'hui tous les ingrédients sont permis. L'idée c'est de permettre aux gens d'appréhender des méthodes de fabrication pour pouvoir après les transformer en méthodes domestiques. Comme on fait sa confiture, on peut faire son pastis. C'est comme une boisson qui est assez boudée, alors qu'on peut faire un très beau travail sur le pastis, parce que l'idée c'est vraiment de mettre en avant le goût des plantes. À l'image de la ville portuaire, le pastis est souvent là où on ne l'attend pas. Un mélange bigarré qui se réinvente en permanence tout en restant profondément ancré dans son territoire. Sans oublier, avant de trinquer, la modération caractéristique des Marseillais. On va garder un peu d'anis étoilé sous la main. On va en avoir besoin pour préserver notre entourage maintenant.